Atman, le soi, la connaissance du soi, l'éveil au soi, la quête du soi. Le soi a fait son entrée dans notre vocabulaire. Ce terme vient du sanskrit Atman, un nom masculin à thème en An, comme Brahman, l'absolu, au sujet duquel nous avons aussi fait une petite vidéo. Mais que signifie Atman ou Atma au nominatif masculin singulier? À l'origine, c'est un pronom réfléchi, soi-même, d'où la traduction en anglais par self. Puis, par extension, il devient un nom, le soi, le soi-même. D'après la tradition, et selon les hypothèses des philologues du sanskrit, les historiens de la langue sacrée sanskrite, ce terme dériverait de plusieurs racines. An, respirer, at, bouger, voire errer, ou encore va, souffler. Dans les textes les plus anciens, les Upanishads, Atma désigne le souffle, la respiration. Par la suite, Atma en vient à désigner l'âme d'un être ou d'une chose, son essence intime, son principe vital. Dans les Védas, Atma prend différents sens selon le contexte. Souffle, énergie vitale, mais aussi parfois le corps. Dans les Upanishads, partie finale et ésotérique entre guillemets des Védas, censée transmettre la connaissance ultime, le Vedanta, on trouve une multitude de méditations dans lesquelles le soi est identifié successivement au corps, au souffle, à la nourriture, à l'esprit, à la syllabe Om, à la parole, à la lumière, au soleil, à l'espace, ou encore au cycle de l'année. Mais, au terme de toutes ces méditations, souvent proposées comme des voies d'accès à tel ou tel bienfait futur, le soi est finalement décrit comme étant Brahman, l'énergie cosmique, l'essence de toute chose, la vie universelle. Et dans ce cas, il ne s'agit pas d'une méditation à pratiquer pour atteindre une expérience particulière, mais d'un simple constat à faire, un fait à voir. Ayam Atma Brahma. Le soi, ce soi, est l'absolu. Ayam, ce soi intime, immédiatement présent en tant que conscience, en tant que vie, est l'absolu. Ce soi, cet être soi, ici et maintenant, est l'absolu, infini, éternel. C'est là un point capital dans la connaissance du soi, selon le Vedanta, qui est la connaissance ultime. Le Vedanta étant la tradition spirituelle qui se fonde exclusivement sur les Upanishads, il y en a une dizaine. Et donc, selon le Vedanta, Atma, le soi, est la conscience. Et la conscience est l'absolu. L'essence de soi est l'essence de tout. Atma est la conscience. Non pas une conscience divine ou cosmique, non pas une conscience particulière, non pas un état mystique spécial ou transcendant, mais simplement la conscience. Celle qui, ici et maintenant, éclaire ces mots pendant qu'ils sont entendus. Le soi est la lumière conscience, Chit,
il est le témoin permanent de tous les objets, lesquels sont changeants et donc irréels. Lui seul est constant, lui seul est réel. Comprendre cela, non pas en théorie, mais en le réalisant dans l'expérience ici et maintenant, est considéré comme le résultat le plus élevé qu'un être puisse atteindre, qu'il soit humain, animal ou divin. Selon le Tantra, l'autre grande tradition de l'Inde, Atma est aussi le corps et l'énergie vitale. Le Tantra revient ainsi aux intuitions anciennes des Védas, enrichies par les apports du bouddhisme, comme la notion de conscience de soi autolumineuse. En effet, la conscience est évidente. Contrairement aux objets de ce monde qui ont besoin d'une lumière extérieure à eux pour être visibles, eh bien la conscience est à elle-même sa propre lumière. Elle est autolumineuse, comme une lampe qui éclaire les autres choses, mais qui n'a pas besoin d'une autre lampe pour être elle-même mise en lumière. Donc une conscience de soi autolumineuse, c'est une conscience, c'est la conscience qui éclaire toute chose, mais qui n'a pas besoin d'être éclairée par une autre. On dit qu'elle est autolumineuse, c'est-à-dire évidente. Elle est à elle-même sa propre lumière, comme une lampe qui éclaire sans dépendre d'aucune autre lumière. Elle est évidente, elle se connaît elle-même. Plus facile à percevoir qu'un fruit posé sur la paume de notre main, dit-on. Et dans le shivaïsme du Cachemire, un courant à l'intérieur du Tantra, le soi est conscience libre et souveraine, mais qui se contracte librement pour devenir individu. Il conserve tous ses pouvoirs, bien qu'exprimés sous une forme réduite, contenue, limitée. Le corps est aussi reconnu comme soi, car il est l'univers lui-même, mais dans une forme condensée. Plus inclusif que le Vedanta, ce courant du Tantra admet que la réalisation de la conscience, et donc du soi, puisse naître d'une simple reconnaissance, d'un savoir direct. Mais il reconnaît aussi la validité des pratiques méditatives, des disciplines du souffle, du corps, de la pensée, comme moyen de cette révélation. Et surtout, pour cette tradition, le soi n'est pas seulement lumière. Il est aussi réflexion, jugement, pensée, désir, imagination, mémoire. Sans ces pouvoirs, sans ces shaktis, la conscience serait inerte, impuissante, privée de liberté, à l'image d'une pierre. Elle ne serait pas autonome, elle ne serait pas vie, elle ne serait pas le soi. Selon le Tantra, le but n'est donc pas de se débarrasser de la pensée, du désir, de l'imagination, ni du corps, mais de se reconnaître comme la source de toute chose, afin de jouir de nos propres pouvoirs sans en être les esclaves. Ainsi, à côté de la voie du Vedanta qui réalise le soi simplement par une vision, le Tantra propose une réalisation qui est aussi une alchimie, une transformation du corps et de l'esprit.